Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier. Bienvenue sur les héros de la vente, le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons, grâce à des invités exceptionnels, analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, V-Y-F-E, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Avant de commencer l'épisode, je suis très heureux de vous annoncer que le 19 novembre à Toulouse, nous allons organiser la première matinée Les héros de la vente. Nous allons voir les meilleures techniques, outils et conseils pour prospecter, closer et s'entraîner aux fondamentaux de la vente. Si cela vous intéresse, vous trouverez dans les commentaires de l'épisode le lien Eventbrite pour vous inscrire. L'événement ne sera ouvert qu'à 5 chanceux, car je veux que ce soit un véritable échange. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Bon épisode à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur le podcast Les héros de la vente. Nous accueillons Pamela Houdard. Pamela, bonjour. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Ouais, je suis content que tu sois venue. Sache que tu es la première représentante de la gente féminine. Je ne suis pas très bon sur la mixité dans mon podcast. C'est vrai que les fonctions commerciales, c'est souvent des personnes du sexe masculin qui sont dans ces fonctions-là. Et du coup, c'est pas évident de rencontrer des formatrices ou des coachs féminins. Voilà, pour la petite aparté. C'est vrai. Pamela, peux-tu te présenter ? Alors oui, donc moi je suis une commerciale pure souche, je suis née dedans, entourée de commerciaux, chefs d'entreprise, et commerçants dans la famille, donc c'est la 4e génération. Alors ouais, ça se transmet peut-être un peu comme le métier de médecin ou d'avocat. J'ai envie de dire que c'est un peu la passion qui nous tient dans la famille. J'ai choisi le métier à l'âge de 15 ans, je me suis orientée à l'âge de 15 ans et tout le monde m'a regardé avec des gros yeux. BEP à l'époque, obligé, vente, bac pro, à la chambre de commerce à Paris, Négocia, un centre international dédié à la vente. Et puis après, un BTS à l'époque force de vente, maintenant NDRC, en alternant chez Unilever, chez les Américains, avec beaucoup de discipline et beaucoup de training. Voilà, donc c'est ce qui a marqué ma carrière. Et en 2 mots, j'ai commencé ma carrière dans un grand groupe Renault, où j'ai fait l'école de vente Renault. On vous apprend à tout vendre sauf ce que vous allez vendre pendant 3 semaines. Et j'avais que des hommes. Pour ta défense. D'accord. Aujourd'hui, dans ce métier, on est peu nombreux et on est à peu près 3 ou 4 femmes sur la France. Par les fonctions commerciales qui sont absolument pas boudées par les femmes, mais plutôt qui étaient boudées par les employeurs par rapport à nos responsabilités familiales et notre manque de temps, notamment par rapport au fait d'être mobile sur la France. Donc ça a bloqué beaucoup de femmes dans leur carrière commerciale. Et aujourd'hui, il y a un vrai virage où les gens, et notamment les employeurs, veulent aller sur des profils féminins qui sont beaucoup plus dans l'écoute, dans l'empathie et surtout qui sont extrêmement organisées et rigoureuses. Et finalement, ce qui sont les qualités les plus importantes d'un vendeur. Je pense aujourd'hui. En tout cas, c'est une des qualités les plus importantes. Et je pense qu'ils ont aussi envie de mettre une certaine mixité dans leurs équipes. Et aujourd'hui, on est sur un métier à 67% à hauteur pour les hommes et 33% pour les femmes. Ce qui est mieux, mais pas encore la parité. Ouais. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui de notre podcast, non. Mais c'est vrai que moi, dans mon entreprise, j'ai 2 populations, les commerciaux et les développeurs informatiques. Donc, c'est 2 populations hyper masculines. Donc, à chaque fois, effectivement, je fais ce constat. Et en plus, je suis dans un milieu très d'entrepreneurs où là aussi, on a un déficit. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'analyser ça et de voir comment on peut un peu bouger les lignes. Mais ça vient de racines profondes, hein, ces causes-là. Oui, je pense. Ouais. Je pense. Et après, c'est des vocations. On a souvent parlé de vendeurs et non pas de vendeuses. Oui. On l'entend encore aujourd'hui. De commerciaux et non pas de commerciales. De directeurs commerciaux et non pas de directrices commerciales. Ouais. Donc, je pense qu'il y a toute une culture et on espère que les nouvelles générations vont évoluer dans ce sens. Ouais. En tout cas, c'est un métier qui est encore boudé.
et je me bats tous les jours pour qu'il soit plus boudé, avec beaucoup de préjugés sur un métier difficile, pas forcément très valorisant, alors que je pense que c'est un des rares métiers où on peut être autodidacte déjà, on peut l'apprendre et on peut très bien gagner sa vie. Ouais. Avant de passer sur le podcast, le sujet du podcast, tu peux nous rappeler ton activité parce que tu as plusieurs... Alors moi, l'idée est venue d'accompagner les commerciaux en difficulté, puisque je le fais depuis 20 ans, et de les faire monter en compétences, de faire monter en compétences aussi vos commerciaux qui sont en pleine croissance et qui marchent bien, parce que la formation et le coaching des gens qui marchent bien, c'est un moyen de les garder dans l'entreprise, parce qu'il y a quand même beaucoup de turnover sur ce métier, il ne faut pas l'oublier. Et j'accompagne aussi beaucoup le dirigeant, parce que pour moi, il n'y a pas de bon commercial sans bon manager. C'est lié, c'est un travail d'équipe. Et si le dirigeant ne connaît pas bien le métier de commercial, il ne pourra pas bien manager son équipe. Ouais, je le vois tous les jours, ça. Voilà, donc voilà l'idée du métier. Je le fais par passion, parce que moi, je sors du secteur pharmaceutique où je gagnais extrêmement bien ma vie. Et puis, crise de la quarantaine, j'ai eu envie de mettre à profit ça auprès des entrepreneurs de tout secteur d'activité. Je n'ai pas de préjugés là-dessus, puisque je ne suis pas dans une recherche de vente de produits, mais plutôt d'achat de valeurs et de personnes. Puisqu'aujourd'hui, on achète très souvent, finalement, notre interlocuteur. Ouais. Et donc, tu as travaillé chez Unilever, Renault, donc l'industrie automobile, et dans l'industrie pharmaceutique. C'est donc, ça. tu as eu un peu souvent les trois secteurs où on sait qu'il y a beaucoup de formation chez les commerciaux. Donc, tu as pu prendre les meilleures pratiques de ces mondes-là. Alors, j'ai surtout retenu qu'il fallait tout le temps se former. Donc, moi, Ouais. je consacre aujourd'hui 5 000 € de budget formation, non financé par mon OPCO. Par an. Par an. Ouais. Parce que je pars du principe que je peux tout le temps me former, puis après je suis très très curieuse. Ouais. Et j'aime me former par des mentors, donc j'ai quelques mentors, on en parlera tout à l'heure. Super. Et l'idée, c'est aussi de monter en compétences digitales, puisqu'aujourd'hui la prospection, je ne la préconise qu'à travers le réseau, et notamment les réseaux sociaux. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, on a fait une belle introduction. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui de négociation dans la vente. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est un thème très important à aborder ? Alors, c'est très important parce que la négociation, souvent, on pense que c'est quelque chose d'improvisé. On est négociateur ou on ne l'est pas. Né dans les deux sens, verbe être et naître. Hein. Et je pense que c'est, une fois de plus, une compétence qui s'acquiert. Alors, elle s'acquiert avec le temps et elle s'acquiert surtout, et on va le voir à travers un gros travail de préparation en amont. Plus vous allez connaître votre interlocuteur, c'est un peu comme un sportif qui va rencontrer son adversaire, que ça soit une équipe sportive ou que ça soit un tennisman, il va énormément étudier le jeu de l'autre pour pouvoir non pas rentrer là en négociation, mais plutôt en concrétisation et en closing. Et avant d'aller sur le closing, faut aller à la négo. La négociation, et ça sera mon introduction, commence par l'émission d'une objection. On dit qu'elle commence par le premier non. Et une négociation ne peut pas se faire pour moi sans objection. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un entretien où il n'y a pas d'objection, l'objection va tomber en fin d'entretien ou post-entretien. Donc je pense qu'il faut provoquer l'objection. Donc ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast te concernant. En l'occurrence, il faut provoquer l'objection et moi je l'anticipe cette objection. Les commerciaux ont peur de l'objection et pourtant souvent la négociation commence à la négociation. Quand la négociation commence, quand l'autre émet une objection. Et il faut que le client émette ses objections. C'est comme une objection, c'est quoi ? Juste pour faire une petite parenthèse, pourquoi on émet une objection ? Parce qu'on a peur. Et à partir du moment où on a peur, on va être dans l'objectif de rassurer son client, de le comprendre, d'accepter son objection, et pas forcément d'argumenter, de creuser, de savoir pourquoi. Souvent de la minimiser, savoir si c'est la seule chose. Et la négociation commence. La négociation commence à l'émission de l'objection. Sinon, il n'y a pas de négociation, c'est-à-dire que la personne est d'accord, on signe en bas à droite, on est un preneur d'ordre et non plus un vendeur ou un commercial. Ou sinon, la vente ne se fait pas. Oui, et puis l'objection, c'est aussi une marque d'intérêt parce que si tu fais une démo et que tu as la personne en face qui
qui ne te dit rien, en général, c'est souvent signe que la personne ne comprend pas et du coup ne va pas poursuivre la collaboration. Absolument. En fait, je rapporte ça souvent à un rendez-vous galant. C'est un peu comme si vous aviez une personne en face de vous que vous cherchez à séduire et qui va vous dire oui à tout. Bon, et jusqu'au jour où, au moment où vous allez lui dire tu montes chez moi, où elle va dire non. Et j'espère qu'elle va dire non parce que finalement, on va pouvoir traiter l'objection. Et à un moment, que ça soit quand même un peu plus passionnant que quelqu'un qui est soumis au oui. Et votre client, c'est pareil en fait. Un entretien sans objection est très rare. Le traitement des objections, moi, rentre dans les 8 étapes de la vente. Il y a des gens qui ne le mettent pas parce que pour eux, à partir du moment où vous avez fait une bonne découverte et une bonne argumentation, il n'y a pas d'objection. Alors, pour moi, s'il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de négociation. D'accord. Voilà. Donc, disons, imaginons, je suis un jeune commercial embauché dans une entreprise où toi, tu interviens et tu coaches et tu entraînes les commerciaux. Comment ça se passe ? Tu vas vouloir me former du coup à la négociation. Donc, tu me formes d'abord à la découverte, c'est ça ? Comment Alors, je vais ça te se former à la préparation de l'entretien, Alexandre. Préparation d'entretien, ouais. La préparation, aujourd'hui, je reprends l'exemple du sportif, c'est 50% de la réussite d'un entretien. Les bénéfices pour toi, c'est quoi ? C'est de faire tomber ton stress, d'être extrêmement prêt, d'être préparé. Et les bénéfices pour ton interlocuteur, c'est de voir que tu es quelqu'un d'organisé, de professionnel. On arrive avec un dossier chez un client, même un dossier papier, parce qu'ouvrir son PC et pianoter, c'est pas toujours très agréable, ni son téléphone d'ailleurs. Donc on essaye de venir, je suis pas zéro papier aujourd'hui, mais on vient avec des dossiers, surtout quand on vient négocier des milliers ou des millions et qu'on veut pas faire de la vente one shot. La négociation, elle peut se faire en 3-4 rendez-vous. C'est rare d'aller au-delà. En général, on est bien à 3 rendez-vous, un R1, un R2, un R3, qu'on prédéfinit et on est maître de cette négociation sans que le client s'en aperçoive. Et comment ma négociation démarre ? À travers des jeux de rôle et systématiquement, je parle d'argent. C'est un peu le nerf de la guerre, mais l'argent et le temps, c'est les principales objections qui arrivent. À savoir que le temps est une objection cachée et l'argent est dans un cas sur 2 une objection cachée. Alors je rappelle l'objection cachée, c'est-à-dire que c'est un client qui va vous dire qu'il n'a pas de budget. Et quand vous allez comprendre et accepter l'objection en première étape, en deuxième étape que vous allez lui demander si c'est la seule chose qui vous gêne, il va peut-être vous dire c'est pas tant le budget, c'est un problème de trésorerie. Donc budget, c'est pas trésorerie. La différence, c'est qu'il a le budget, mais il a un problème de trésorerie et qui est dû à quoi ? Il est dû à quoi ce problème de trésorerie ? Il y a un client qui n'a pas payé, il y a 150 000 € dehors. Ok, donc si vous avez commencé à argumenter, vous avez commencé finalement à accorder une remise pour quelqu'un qui n'a pas de problème de budget, qui a un problème de trésorerie. Souvent, un problème de budget cache un manque de décision. C'est-à-dire que vous avez un seul décisionnaire en face de vous alors qu'ils sont 2 ou 3. Vous ne l'avez pas détecté en amont, notamment dans la préparation. Il faut savoir que dans la préparation de votre rendez-vous, vous devez aller prendre un maximum d'informations et notamment avoir validé le rendez-vous avec votre interlocuteur pour savoir s'il est le seul décisionnaire ou s'il y a d'autres personnes. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de vendeurs, de se précipiter, c'est bon, j'ai le rendez-vous, ok, c'est le seul décisionnaire, je ne sais pas. Et on y va et du coup, on perd son temps. Donc l'objection arrive par peur et oui, on peut dire dans 50% des cas, c'est une objection cachée. Et à partir du moment où on va avoir finalement fait exprimer cette objection, détecter que c'est une objection cachée, on n'a pas besoin d'argumenter. Néanmoins, si l'objection est fondée, il y a négociation. D'accord. Donc là, tu m'apprends, par exemple, moi, jeune commercial, à préparer mon rendez-vous. Oui. J'imagine, à faire le premier entretien qui va être de la découverte, où là, je vais avoir les premières objections. Exactement. Et là, quelle est l'étape suivante ? Alors, on dit bien dans les étapes d'un entretien-vente, l'étape de l'entretien et notamment la découverte, après arrive la proposition. Et juste après la proposition, moi, je mets le traitement des objections. Puisqu'en fait, dans la proposition, vous devez parler d'argent. Ouais. Et très souvent, le commercial ne parle pas d'argent parce qu'il a peur. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin d'un entretien ? Je vous enverrai ma proposition, mon devis par mail. Ouais. Et là, il se plante le couteau dans le pied tout seul.
Ce qui est marrant parce que j'ai fait un épisode récemment justement sur la quantification des douleurs du prospect et aussi la quantification des bénéfices d'une solution que l'on vend. Et on a parlé un peu de ça, enfin beaucoup de ça, où on expliquait que beaucoup de commerciaux donnent des arguments très qualitatifs, mais rarement quantitatifs et ne parlent pas d'euros, enfin d'argent, qui est le nerf de la guerre. Et c'est pourtant ça qui va débloquer souvent la vente, c'est de rentrer dans ce vif du sujet. Il faut en parler, il faut demander aux clients lui demander une opinion. À votre avis, ça coûte combien? Et vous allez être étonné, parfois il y a des clients qui vont facturer votre prestation beaucoup plus cher qu'elle ne vaut. Des fois moins cher, des fois au bon prix, ce qui est assez rare. Et cette notion d'argent n'est pas du tout la même d'un interlocuteur à un autre. Et parfois, vous parlez de budget et le client vous dit « mais c'est pas un budget ça, c'est rien. C'est rien pour nous, 10 000 euros. » Et pour le client d'à côté, ça sera un budget. Ouais. Donc en fait, le rapport à l'argent, si vous faites le tour d'une table aujourd'hui et que vous demandez quel est votre budget pour les vacances, il y a des gens qui vont vous dire 1 000 euros. Il y en a qui vont vous dire 10 000. Et il y en a qui vont vous dire, mais 10 000, moi, c'est pas un budget, c'est le budget d'une semaine de vacances. Et il y en a 10 000, ils diront, c'est un budget hors de prix pour moi. Et voilà. Donc cette notion de l'argent engage beaucoup de préjugés chez le commercial. Et c'est ce qu'il redoute. Et très souvent, quand on parle du traitement des objections, notamment dans la négociation, le commercial dit tout le temps, mon client me dit que c'est trop cher. Alors pourquoi il lui dit que c'est trop cher? Parce que tout simplement, il ne lui a pas laissé le temps de s'exprimer. La négociation, c'est pas argumenter, c'est pas convaincre, c'est pas persuader, c'est laisser l'autre s'exprimer. Et plus vous allez laisser l'autre s'exprimer sur ses points de douleur, plus vous allez pouvoir le rassurer, exactement comme un médecin. Ouais, et justement sur la partie argent, on a besoin en tant que commercial et même en tant qu'entrepreneur souvent de réfléchir à notre rapport à l'argent, et parce que dans notre culture notamment française, on a un rapport particulier à l'argent, et souvent on a notamment chez les jeunes populations de commerciaux, mais je vois ça aussi chez des entrepreneurs qui créent des produits, etc., et qui ont du mal à pricer ou à parler du prix d'un produit qui, selon eux, est trop cher. Et enfin, je l'ai déjà vécu, ça, de dire combien tu prices tes prestations, etc. Et la personne me dit, ah bon, tant que ça, mais moi, j'ose pas pricer à ce niveau-là. Alors moi, je vais vous donner un petit conseil là-dessus, Alexandre. Quand vous n'osez pas pricer, ou quand vous avez pricé et vous pensez que votre commercial vous dit qu'il n'a pas la légitimité de vendre aussi cher, eh ben, prenez un client et faites-lui une prestation, et à la fin, demandez-lui combien il paierait. Quand j'ai démarré ce métier, j'avais pas pricé parce que j'avais pas de repères et je savais pas où j'allais. Et je tombe au bout de 15 jours de mon idée, une cliente qui me dit « je vous veux ». Et je dis « vous savez quoi, vous allez m'acheter à la hauteur de mes compétences ». Et elle m'a pricé exactement quasiment au tarif à l'euro près que je fais aujourd'hui. Ah ouais. Oui, c'est un peu le principe que par exemple au théâtre, où on met ce que l'on veut dans le chapeau. Exactement, c'est un peu le même principe. Et je pense qu'aujourd'hui, par les prix, alors ce qui est complètement incroyable quand je parle de négociation, c'est que un agent immobilier ou un vendeur de voitures va vous parler prix et budget de suite, alors que c'est les deux postes de dépenses les plus importants. Et pour autant, ça ne vous choque pas. Si vous allez acheter un bien et que le vendeur ne vous parle pas de budget, vous allez lui dire « mais il va pas bien ». Ouais. Et pour autant, vous qui avez une solution à 5 000 euros, vous n'allez pas parler budget avec votre client. Ouais. Et est-ce que tu conseilles d'aborder la question du prix avant que le prospect te dise « bon, et alors dernière question fatidique, c'est quoi vos tarifs ?» Alors, c'est une excellente question. Ouais. Je crois que ça se fait un peu au feeling, ça, pour le coup. Il y a un peu d'improvisation dans la négociation. Et je pense qu'à un moment, c'est le client qui va donner le timing. Mais un client qui vous dit ça, vous avez vendu à 90%. Pourquoi ? Parce qu'il a un réel intérêt sur votre solution et il n'a qu'une impatience, c'est parler d'argent. Donc votre négociation, elle est réussie. Vous avez matché. Et c'est là où il faut être bon dans la présentation de son pricing. Et ça fait partie pour moi de la négociation et non pas de la conclusion. La conclusion, c'est conclure une vente. Ok, on fait comme ça.
Dans la négociation, on va être sur cet épisode de vraiment valider le prix de sa prestation. Et quand votre client vous dit combien c'est, ah, parce que ma solution vous intéresse. Alors, au lieu de rebondir tout de suite et de donner le prix, dire qu'est-ce qui vous plaît dans cette solution. C'est-à-dire que le client est en train de réexprimer ses motivations d'achat et quelque part d'adhérer à votre solution avant même que vous ayez annoncé le prix. Vous pouvez le faire aussi, dire ok, si j'ai bien compris, donc la reformulation, une technique dans la négociation. Si j'ai bien compris, monsieur le client, c'est telle et telle chose qui vous plaît le plus dans mon logiciel. Ah, mais pas que. Il y a ça et ça aussi qui m'intéresse. Donnez-moi votre prix. Et là, finalement, quand le client vous ordonne le prix, bah, ça va très vite. Je vais vous donner un autre exemple dans la négociation, Alexandre. Je parle budget, mais parfois, mes clients sont impatients. Ils sont tellement impatients à la fin de la découverte qu'ils me disent « Vous savez, Pamela, on va parler d'argent, mais quand je suis arrivée, je n'avais pas de budget et maintenant, j'en ai un. » C'est-à-dire que dans leur tête, j'ai fait le cheminement d'investir. Et oui. Et les meilleurs acheteurs aujourd'hui, à votre avis, qui c'est, Alexandre? Les meilleurs acheteurs que vous pouvez rencontrer dans une société? Les parents. Les parents. Quand vous voyez un prospect, les meilleurs acheteurs, ce sont souvent les directeurs commerciaux, qui ont été eux-mêmes des commerciaux et qui, inconsciemment, font preuve d'une empathie incroyable et sont les meilleurs acheteurs. Je suis une excellente acheteuse. Pourquoi je suis une excellente acheteuse? Je vous donne encore l'exemple hier, c'est-à-dire que je suis toujours en train de me mettre à la place d'eux. Je suis une empathique née et j'achète. Et hier, j'ai rencontré un directeur commercial externalisé et au bout de 10 minutes, il m'a acheté une prestation. C'est une déformation professionnelle. Donc, quand vous pouvez traiter avec le directeur commercial par rapport à vos solutions, faites-le. Autre petit conseil en prospection, quand vous n'arrivez pas à joindre votre lead, que vous n'arrivez pas à joindre votre décisionnaire, passez par le commercial. C'est le meilleur pour vous aider dans votre négo. Et enfin, dernière chose, si vous savez que la négociation va être longue et fastidieuse, reportez-la au deuxième entretien. Faites votre premier entretien avec votre découverte, synthétisez, envoyez un mail de synthèse et programmez un deuxième rendez-vous pour la négo. Une négociation dure en moyenne entre 15 minutes et ça peut aller à 45 minutes. Ça peut être... la négociation, c'est exprimer ses points de douleur par rapport à une décision d'achat. Ouais, donc ça peut être extrêmement long. Donc il ne faut pas hésiter à décomposer on va dire la roadmap d'une négo en plusieurs rendez-vous. Et là aussi, on en avait parlé dans un épisode sur l'entretien de découverte, à faire un rendez-vous pour la découverte du client. Et c'est pas grave, on fera une démo produit dans un autre rendez-vous. Une bonne découverte, ça peut prendre aussi 45 minutes. Votre interlocuteur, si vous lui prenez 2 heures, vous pensez vraiment qu'il est plus apte à acheter au bout de 2 heures ou en 2 fois 1 heure? Je pense que tout le monde a la réponse. Aujourd'hui, le temps est précieux. Et vous passez pour quelqu'un de professionnel de dire, écoutez, j'aurais bien poursuivi. Néanmoins, votre temps, je sais qu'il est précieux. Moi, j'ai d'autres rendez-vous. Donc, ça veut dire que mes solutions marchent et j'ai d'autres affaires à conclure. Reprenons rendez-vous et parlons-en. Et ça vous permet quoi? Autre avantage, vous allez peut-être le deviner, c'est de repréparer votre négociation avec les éléments de la découverte. Oui, et pour le tester souvent, là aussi, c'est professionnel de dire je vous propose, avant de vous faire une démo, etc., c'est qu'on fasse un rendez-vous juste pour que vous m'expliquiez un peu votre situation, vos projets, exactement. Le contexte, qui est dans la chaîne de décision, etc. Et ça passe bien aussi. Exactement. Parce qu'on parlait de décisionnaire tout à l'heure dans la négociation, il y a parfois des interlocuteurs qui ne vont pas vous dire qu'ils sont seuls ou qu'ils sont plusieurs. Et très souvent, pourquoi ils ne vous le diront pas? Parce qu'ils s'amusent un peu. Il y a des gens qui ont un malin plaisir de vous tester. Et il faudra 2 rendez-vous, voire 3 rendez-vous pour pouvoir conclure. Je pense qu'il ne faut pas être pressé qu'on vous achète et non pas de vendre. Oui, parce que ça se sent, quand on est pressé de closer, ça se sent et ça peut faire fuir aussi complètement les prospects. Complètement. L'art de la négociation, c'est de prendre le temps, d'être à l'écoute, de reformuler et d'anticiper toutes les objections, voire de les faire exprimer. C'est-à-dire que arriver à dire à son client, moi, quelque part, je suis sûre que vous avez des blocages, que vous avez des doutes, que vous avez des peurs.
les faire exprimer, évidemment pas de la sorte, mais à travers différentes questions. Voilà, qu'est-ce qui vous semble intéressant, qu'est-ce qui vous semble moins pertinent sur ma solution. Ça peut même vous permettre, en tant que jeune entreprise, d'améliorer votre solution. Et tout est bon à prendre. Et puis, vous pouvez détecter, surtout lors de cet entretien, si c'est une opportunité à court, moyen ou long terme, et repositionner un rendez-vous en fonction de vos urgences. Et quand je dis urgence, normalement, on ne doit pas avoir d'urgence en tant que commercial. On doit avoir détecté ça. Quand un commercial rentre et vous dit ça a marché, il va signer, ok, t'es sûr que c'est du court terme? Des fois, je sais pas. Et ça, pour autant, l'opportunité, dans une bonne négociation, elle se fait à court, moyen, long terme. Un prospect peut être chaud et devenir froid, et un froid devenir tiède et redevenir chaud. Moi, je travaille avec des gens depuis 3 ans, en fait, que j'ai toujours pas signé et que je signe cette année. Donc, la négociation, elle a eu lieu et j'ai détecté une opportunité à long terme. Mais pour autant, c'est du lead qualifié. Et pourquoi aller chercher de la conquête alors que finalement, j'ai déjà des leads en portefeuille que je ne vais pas optimiser? Ouais, ça peut être aussi une erreur assez courante de toujours vouloir chasser de nouveaux prospects alors qu'on a déjà pas mal de prospects qualifiés dans le pipe, mais qu'on oublie un peu. Absolument. Et en fait, c'est une vraie facilité. Vous facilitez le travail dans la négociation, puisqu'en fait, vous avez déjà fait tout le travail en amont. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À entretenir le lien. Donc, moi, ce que je préconise, c'est avoir au moins un contact par trimestre, ce qui est rien. Les gens me disent c'est énorme. C'est rien, c'est 4 contacts par an. Ouais. Vous avez les vœux, ou le joyeux Noël. Vous pouvez les inviter à un salon, vous pouvez les inviter à un cocktail, vous pouvez les inviter à déjeuner, vous pouvez les inviter à une conférence. Ça va très vite, en fait, en 4 étapes. Vous avez suivi votre lead. Et je vais vous donner un exemple très pertinent pour la négociation et pour la fidélisation notamment. J'ai un client avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans. Et régulièrement, une fois par trimestre, je lui envoyais des nouvelles. Et là, j'organise une petite conférence dédiée à la réussite entrepreneuriale. Et je lui ai envoyé une invitation. Il m'a dit, écoutez, ça tombe bien, j'ai envie de rebosser avec vous. Juste avec une invitation. Et c'est arrivé sur un autre client bordelais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis plus dans la négociation, là. Je suis clairement dans la fidélisation de mon client. Et la négociation, c'est peanuts. C'est-à-dire, j'en fais pas. Mon client m'a déjà acheté. Quand il me répond, je veux travailler avec vous, j'ai eu 0 négociation. C'est moi qui lui ai dit, par rapport au budget, je vais faire un geste commercial pour vous remercier pour votre fidélité. Mais c'est moi qui ai anticipé, c'est moi qui avais la main. Ouais. Alors, ça ressemble un peu à ce que le marketing ou les startups appellent le nurturing. Oui. C'est-à-dire quand vous avez un prospect qui est intéressé mais pas au point d'acheter tout de suite, vous le mettez au chaud quelque part, vous lui envoyez du contenu, des invitations, etc. Et puis à un moment donné, peut-être ce prospect-là, ce sera le bon timing pour travailler avec lui. Et je vais vous donner un autre exemple sur les réseaux, parce qu'on parle beaucoup de prospection, de négociation. J'ai suivi comme ça un prospect juste en likant ses posts sur Link. Oui. Et il m'a pris en intervenante parce que j'étais une des rares à liker. Sans être fournisseur officiel. D'accord, intéressant. Donc, en fait, tout ça pour revenir sur notre sujet de prédilection qui est la négociation. La négociation, la vente, ne tient qu'à une succession de détails. Et votre succession de détails va faire, dans votre non-verbal, dans votre posture, parce qu'on parle beaucoup du verbal, mais il y a tout le non-verbal, qu'à un moment, vous allez pouvoir rentrer en négociation avec votre client et pouvoir conclure votre vente. On parle souvent de posture à être... alors, je dis toujours, quand vous rentrez en négociation, évitez d'être trop avancé sur le bureau d'un client parce que vous allez avancer naturellement. Donc, prenez toujours une position de recul et étudiez le non-verbal de votre client. Et je vous assure que c'est assez flagrant de pouvoir imaginer à quel point il est intéressé. Un client qui vous demande un prix et qui s'avance vers vous, c'est un acheteur. Un client qui vous demande un prix en reculant, c'est qu'il a peur. On rentre dans le non-verbal, là. Et le non-verbal, c'est passionnant. Il y a la synergologie, il y a des formations là-dessus. Je me forme régulièrement là-dessus. Et je vous assure que la position de recul ou d'avancée corporelle incite beaucoup. Les bras croisés, etc. Les jambes croisées, je suis un peu moins. Mais cette position du corps, regardez-la. Est-ce que j'avais entendu ça? Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine. Pour entrer en empathie avec ton rendez-vous, c'est bien
entre guillemets, de le mimer, de mimer un peu sa gestuelle, c'est-à-dire s'il est un peu en retrait, de te mettre en retrait, s'il est... Oui, voilà, d'essayer de... c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Ouais. Et c'est très drôle parce qu'en fait, tu t'aperçois que quelqu'un qui a une mimique, un tic verbal ou un tic gestuel, tu finis par faire le même tic. Ah oui. J'ai eu quelqu'un comme ça qui se grattait la tête pendant tout l'entretien, j'ai fini par me gratter la tête. Et ça m'a fait rire au moment où je l'ai fait. Je me suis dit, pourquoi je me gratte la tête? Et c'était très drôle. Oui, on rentre dans un certain mimétisme, notamment par rapport au débit de parole, Ouais. au regard, au rythme qu'on va donner, et surtout au ton qu'on va donner. Le ton, la voix, il faut savoir, juste une petite parenthèse, sur les 5 premières minutes de l'entretien, les mots ne comptent qu'à hauteur de 10%. Le reste, c'est le non-verbal, le ton, la voix. Et le ton, la voix et la posture peuvent prendre le dessus sur une négociation. Donc pensez à votre posture. Alors la posture, je ne parle pas de tenue vestimentaire, etc., même si les codes sont importants. Tout peut être complètement balayé par cela. Par contre, votre posture, elle ne changera jamais. Quelqu'un qui est complètement en retrait, si vous vous mettez aussi complètement en retrait, ça va être dangereux. Et quelqu'un qui est très extraverti, si vous commencez aussi à être très extraverti, ça va être un feu d'artifice. Donc de la mesure sur l'effet miroir, notamment il est important sur le débit de parole, sur la façon de s'exprimer, sur le tutoiement, le vouvoiement, sur le fait de... Je dis toujours en négociation, connaissez bien le prénom et le nom de votre client. Ça peut paraître bête, mais à un moment c'est dire Guillaume, non Alexandre, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est dommage. Le client peut vraiment se vexer. Donc ça peut être un trait d'humour. J'ai signé avec un gros client qui s'appelait Guillaume. Mais en général, c'est très mal pris. Donc plus vous allez mettre aussi un lien fort dans votre négociation en personnalisant soit Monsieur Vaquier ou soit Alexandre, plus votre client va aussi avoir ce souhait de vous appeler par le prénom ou de vous appeler par votre nom. Et ça crée du lien. Et on dit bien vendre, c'est créer du lien. Et dans votre négociation, vous ne vendez plus et tout d'un coup, le client adhère à ce que vous êtes. Et la négociation se fait de manière extrêmement fluide. Très bien. Alors du coup, tu nous as donné pas mal de conseils sur la négociation. Est-ce que tu en vois d'autres qu'on n'aurait pas abordés? Alors, essentiel dans la négociation, la fameuse technique du silence. Ah oui, on en a parlé dans un épisode, je ne me rappelle plus lequel, mais effectivement... Et oui, très rapidement, savoir se taire. Savoir se taire, c'est réfléchir à ce qu'on va dire. Savoir se taire, c'est mettre du poids dans ses mots. Regardez les politiciens. C'est des grands voleurs, mais c'est des bons orateurs. Regardez les journalistes. Quand ils veulent mettre du poids dans ce qu'ils disent, ils se taisent après chaque temps. Et surtout, la technique du silence, c'est un moment laisser croire à l'autre qu'il a la main. Et ça, dans la négociation, c'est essentiel. Maîtriser son entretien, c'est laisser croire à l'autre qu'il a la main. Alors, c'est pas du bluff ou de la manipulation, c'est ce qu'on appelle une technique de communication. C'est pour ça que je préfère même dire technique de communication que technique de vente. Mais l'art du silence, j'ai fait un article sur Link là-dessus, c'est pour moi la plus belle technique de communication que vous pouvez faire à titre personnel et professionnel. Oui, et puis ça permet aussi aux prospects de réfléchir et parfois de parler alors qu'on avait envie de dire encore quelque chose, et en fait en le laissant parler, il va nous donner des informations supplémentaires. Absolument. Ouais. Et il va réexprimer une peur très souvent. Ouais. Très souvent, dans la négociation, quand votre prospect émet une objection, taisez-vous dans un premier temps. Se taire, c'est recevoir l'objection. C'est un peu comme si demain votre mari, votre femme vous dit je te quitte. Bon, c'est rare que vous disiez bah non, tu vas pas me quitter. On a ce recul naturellement de se taire. On accepte en fait. Et votre prospect, il est pareil. Faut qu'il apprend finalement, et vous aussi vous l'apprenez l'objection. Se taire, c'est un double avantage, et pour vous et pour lui. Pour lui, de pouvoir à un moment s'exprimer. Non, attendez, je vous coupe, hein. Je vous ai dit que c'était le budget, mais il n'y a pas que le budget dans l'histoire. Hein. Il y a un autre problème. On s'en va, on quitte la France, on liquide la société à la fin de l'année. Okay. Non, mais c'est très imagé ce que je voulais vous dire, mais il y a un moment, il faut vraiment laisser son interlocuteur exprimer son objection jusqu'au bout. Et vous, pendant tout ce temps-là, vous réfléchissez. Prenez des notes pendant la négociation. Un autre conseil qu'on peut donner, écrivez.
écrire, c'est se souvenir. Et ça vous permet quoi? C'est que pour conclure votre vente, vous allez reformuler tout ce qui a été dit pendant la négociation et notamment toutes les motivations d'achat de votre client et éventuellement le rassurer sur ses points de douleur. Ouais, là c'est un peu trivial comme remarque, mais c'est vrai que moi j'avais tendance à prendre des notes sur l'ordinateur en visio, etc. Et j'ai eu une remarque, monsieur, j'entends votre clavier. Et oui. Donc du coup j'arrête et je prends plutôt des notes écrites. Il y a un problème de touche. Alors maintenant il y a les tablettes où Oui. on peut écrire et là du coup c'est beaucoup plus agréable. Ouais. Et après, si vraiment vous ne sentez pas d'écrire et du coup faire deux choses à la fois, et c'est absolument pas propre à l'homme, avec un petit H ou un grand H, vous pouvez aussi à un moment demander l'autorisation à votre interlocuteur d'enregistrer la conversation. Ça peut être très bien pris aussi. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est dénoncé, entre guillemets. C'est dire, voilà, pour plus de fluidité dans notre échange, est-ce que je peux me permettre d'enregistrer? C'est vraiment donner de l'importance à ce que vous êtes en train de faire. Donc, utilisez un moyen qui vous ressemble, mais surtout, oubliez le clavier et surtout l'écran qui vous coupe de votre interlocuteur. Et par le bruit et par l'interface, privilégiez le papier, écrivez. Même si vous en avez trop écrit, c'est pas grave. Et surtout, sachez prendre des notes parce que après, va falloir s'en servir de ces écrits et pour reformuler. Et bien évidemment, pour écrire le mail post-entretien, qui sera un mail de principe et non plus de négociation. La négociation, elle ne se joue pas après l'entretien, elle se joue pendant. Parler d'argent et parler du devis qu'on va envoyer, c'est indispensable. Alors, il y a des gens qui me disent, moi, je suis incapable de chiffrer en amont. Ok, on ne peut peut-être pas chiffrer au franc près, à l'euro près ou à la virgule près, mais c'est au moins indiquer une fourchette et avoir l'accord de principe de son client. On ne va pas avoir 10 000 € d'une prestation à une autre. Ou alors, c'est préciser au client, je vais vous faire 3 prestations. Et dans la négociation, on y arrive sur le 3e conseil fondamental, faites des propositions alternatives. Ne restez pas sur de la monoproposition sur ce que veut le client. Faites-le rêver. Vous avez dû parler dans l'entretien découverte des leviers d'achat. Si vous avez un profil orgueil, pourquoi vous allez vous priver de la prestation la plus chère qui va vous acheter? Vous avez un profil nouveauté, ça va être la même. Vous avez un profil confort ou sécurité, ça va être la même. Et même la sympathie peut y aller. Le seul profil qui ne va pas aller sur votre proposition alternative, c'est le profil argent. On le sait. Laisser le choix à son client dans la négociation, c'est gagner la négociation. Très bien. J'avais une question, mais j'ai oublié. Elle va revenir. Voilà, ça va revenir. Tu as d'autres choses à ajouter sur les derniers? Ah oui, je m'en rappelle. Un autre conseil, c'est de finir l'entretien avec un rétro-planning ou du moins la prochaine étape et de ne pas partir de l'entretien sans savoir ce que l'on veut faire. Essentiel. Elle se fait même parfois dans la négociation. Ouais. C'est important ce que tu dis. Elle ne se fait pas forcément dans la conclusion parce qu'il peut y avoir une objection par rapport à ça. Non, notre délai pour ce genre de dossier, c'est 6 mois. Et c'est pas fluide. Enfin, c'est pas négociable, pardon. Donc, oui, aborder la suite de l'entretien et le R2, le R3. Non, il n'y aura pas de R2. Ah bon, et pourquoi? Ça ne me plaît pas. Bah, c'est aussi continuer la négociation. Ouais. Donc, oui, la suite à donner, elle se fait dans la négo. C'est très juste ce que tu dis. Elle ne se fait pas dans la conclusion. La conclusion, une fois de plus, c'est une formalité. Ok, on s'est dit ça, ça, ça et ça. On est bien d'accord. On part sur ça, ça et ça. La prochaine étape, c'est ça. La date, c'est ça. Et on y va. Très bien. Écoute, on va arriver dans les dernières minutes du podcast. Avant de passer aux dernières questions, tu veux ajouter quelque chose ou tu penses que là, il y a pas mal de grains à moudre pour les padawans commerciaux? Moi, j'ai envie de dire, n'oubliez pas, préparez-vous, répétez. On s'entraîner, ouais. Voilà, simulez, faites des sketchs de vente avec qui vous voulez, avec vos potes, avec vos enfants, avec qui vous avez envie. Avec Vive. Et c'est ça, avec qui vous avez envie, mais entraînez-vous. Ça, c'est le premier mot d'ordre. Pensez à une chose, c'est que le silence est de mise et la prise de notes est juste aujourd'hui essentielle. Je vois trop de commerciaux aujourd'hui être en entretien-vente sans prendre de notes. Vous n'avez pas des mémoires d'éléphant, vous allez oublier des choses.
et vous allez passer à côté. Tu vois, la preuve, c'est d'habitude, je prends des notes lors du podcast. Là, j'ai pas oublié mon petit cahier. Et du coup, j'ai perdu une question. C'était l'exemple idéal, quoi. Voilà. Super, Pamela. Alors, du coup, est-ce que avant de closer le podcast, de finir le podcast, j'utilise des vocabulaires La déformation. Déformation, voilà. Est-ce que tu as du contenu à partager, que ce soit vidéo, audio ou bouquin est-ce que tu as des choses qui t'aident et que tu peux... Alors, je vous ai parlé de mentor tout à l'heure. Allez voir Michael Aguilar. Oui. Il a beaucoup de vidéos. C'est un conférencier international, faut le savoir. Et lisez ses ouvrages. Ouais. Vendeur d'élite. C'est bourré de vérité. Après, un podcast que je peux vous conseiller aussi sur YouTube, c'est Evelyn Platnik-Cohen. C'est très bien pour les débutants. Ouais. Sur un niveau intermédiaire ou confirmé, c'est un peu light, mais ça n'engage que moi. Et après, je dirais que vendeur aujourd'hui, travaillez sur le développement personnel si ça vous plaît. Parce que, comme je vous ai dit, on vous achète vous. Donc, connaissez-vous bien. Connaissez vos forces, vos axes d'amélioration et vous allez exploser dans ce métier. Mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous acheter pour vos valeurs. Parce que vous jouez au basket, parce que vous faites du yoga, parce que vous faites de la méditation, parce que vous avez vu vous avez lu le dernier bouquin de Gounel, etc. Donc, intéressez-vous. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui a une bonne culture générale, on le dit souvent. Et voilà, donc allez sur des sujets qui préoccupent vos interlocuteurs, l'environnement, sur des sujets plutôt neutres, le développement personnel, la montée en compétences. Et puis continuez de vous former. YouTube, il y a plein de bonnes choses. Voilà, moi, c'est les 2 personnes que je suis, et pour les débutants et pour les confirmés. Après, sur les réseaux sociaux, lisez les articles d'Olivier Guérin. Très, très percutant aussi. Ah ben, je l'ai interviewé. Et ben voilà, un de mes acolytes, Olivier Guérin, et puis participer au Social Selling Forum de Loïc Simon. Ouais, alors ça, je ne l'ai pas encore fait, tu vois, il va falloir que je m'y intéresse. Et ouais, Social Selling Forum, c'est dans toutes les villes de France, et on apprend à vendre grâce à Link. Prochain événement, 20 novembre à Montpellier, je fais 4 ateliers, et on cherche un lieu pour organiser celui de 2020 à Toulouse, qui n'a pas eu lieu depuis 3 ans. Ah ouais, d'accord. Très dommage, on cherche un amphi pouvant accueillir 200 personnes et 2 salles d'atelier. D'accord. Bah, ouvert écoute, aux étudiants, aux salariés, aux start-upers, aux entrepreneurs, à tout le monde, et c'est gratuit. Tout le monde vient sur la base du bénévolat. Ok, super. Ça existe encore. Et il faut aider Loïc. Ouais. Écoute, je vais Le SSF. faire marcher mon réseau à Toulouse pour trouver cette salle. Et puis Loïc, Simon, Michael Aguilar, je leur ai proposé d'intervenir sur le podcast. Je suis en stand-by, mais ça va venir. Ça va venir. Loïc, il faudra en profiter tant qu'il est à Toulouse. D'accord. Et j'ai un objectif 2020, Alexandre, c'est de faire venir Michael Aguilar à Toulouse. D'accord, peut-être que je les interviewerai à ce moment-là. Pour l'instant, il est au Grand Rex, alors il faut que je trouve la salle ici. Ça va être plus dur. Le Zénith, allez, hop. Ouais, voilà, si vous avez des salles Et ouais. dans votre poche, vous pouvez nous appeler. Avec plaisir, avec plaisir. Le Social Selling Forum, c'est vraiment un bel événement. Et c'est une belle communauté de vendeurs, de commerciaux, nouvelle génération et toute génération confondue. D'accord. Voilà. Très bien. Deux dernières questions. Est-ce que tu as des outils ou des routines qui t'aident dans ton quotidien, dans ton métier ou dans ta vie de tous les jours Est-ce que tu as des choses comme ça Alors, ma vraie routine, c'est de faire du sport. Ouais. J'y vais 2 fois par semaine et je fais un peu de cardio et je fais du yoga. Juste parce qu'on a un métier super stressant. Moi, je suis entrepreneur, je fais de la prospection aussi, comme vous, et je me dois d'être en forme. Donc ça, c'est mes premières routines. Après, je lis beaucoup, parce que je quitte les écrans le soir, et ça, je vous invite à le faire. Ouais, j'y travaille. Voilà, il faut vraiment quitter les écrans. Et enfin, la vraie routine, c'est de me préparer systématiquement, même sur des appels entrants. J'ai un numéro qui m'appelle, qui n'est pas dans mon répertoire, je ne décroche jamais, pour me préparer à l'entretien. Ah d'accord, ouais. Donc ça, c'est des vraies routines.
Et donc, je suis dans la préparation perpétuelle. Je pense que je passe autant de temps à me préparer qu'à négocier. Intéressant. Dernière question pour clôturer le podcast. C'est quoi ta plus belle vente ? Eh ben, je pense que ma plus belle vente, elle va arriver là. On touche du bois et on croise les doigts. En fait, grâce à Link, j'ai envoyé une invitation personnalisée, comme quoi on était sur la belle région toulousaine. Et il y a un dirigeant d'un grand groupe international qui m'a répondu « Appelez-moi ». Je l'ai appelé, il m'a rappelé. Je lui ai laissé un message indiquant bien sûr les horaires auxquels j'étais disponible. Il m'a rappelé le jour même. Et on fait le R3 pour un budget de 200 000 € de formation mardi. Super, écoute, on va croiser les doigts et on espère que le podcast va te porter chance. Merci. Mais la plus belle, ça a été quand même mes likes sur le groupe dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui a conclu un budget quand même de 70 000 € avec moi parce que je likais ses posts. Et il me l'a dit. Mais ça, c'est rigolo parce que j'avais fait un épisode sur les outils du commercial 2.0 et donc c'est Sylvain de Tilki qui m'avait expliqué que en fait, les posts LinkedIn, on a beaucoup d'interactions dessus, mais on ne capitalise pas forcément sur les gens qui likent nos posts ou qui commentent, alors que c'est des gens avec qui on peut collaborer puisqu'en plus, ils ont déjà commencé à s'intéresser à notre activité. Donc, absolument. C'est un bon feedback, un bon retour d'expérience. Voilà. Et après, juste pour clôturer sur la partie routine, Link tous les jours et CRM toutes les minutes. Ouais. N'oubliez pas votre CRM parce que votre CRM, sans CRM, vous êtes un peu comme sans stratégie, sans GPS, sans tout ce que vous voulez et vous allez perdre un temps fou. Excel, c'est fini. Management écrivait il y a pas loin de 6 ou 7 ans que c'était le levier le plus puissant d'inefficacité commerciale. Alors, je ne vends pas de CRM, mais arrêtez, il y a des outils gratuits, français, européens et non pas américains. Moi, je suis un peu nationaliste là-dessus. Et chauvine, pardon, mais allez-y, le CRM, allez-y, usez et abusez. Et si vous n'avez pas beaucoup de budget, mettez du budget sur une CRM. Ouais, tu utilises quoi, juste pour info? Odoo. Ok. Odoo, CRM belge, qui vous fait synchronisation avec votre agenda, devis, facture, historique, et bientôt l'ajout de pièces jointes, et bientôt l'ajout des mails. Ok, super. Voilà. Une solution que j'héberge uniquement dans le cloud et qui ne me coûte rien. Très bien. Écoute, merci Pamela, c'était super. On te contacte où si besoin, si on veut sur Link, Pamela Houdard, et puis sinon mon site internet www.goprac.fr et surtout il y a un téléphone et servez-vous-en, décrochez votre téléphone et venez discuter. Ouais, je vais faire un épisode sur le téléphone. Et voilà, l'enchaînement. Voilà. Merci, à très bientôt alors. Merci beaucoup Alexandre. Au revoir. Au revoir. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!